Alors, bonsoir à tous, bienvenue à cette dernière conférence de la night au musée de la main, au Nilchur. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Favre, qui est doctorante à l'école de sciences criminelles à l'université de Lausanne, qui est en train de faire sa thèse justement sur des chiens policiers, entre autres, et le suivi d'une trace olfactive à la recherche des hommes, des objets, etc. Donc l'utilisation des chiens policiers, on va vous expliquer ça. Et puis aussi, c'est génial en fait, de présenter cette conférence dans cet espace ici. On parle d'identité, notre odeur, en fait, chaque personne a sa propre odeur qu'on présente ici dans l'exposition, symbolisée ici par cet orgue à parfum. Et Laurent, du coup, va nous présenter aussi un peu ces différentes odeurs, cette identité olfactive qu'on a tous. Voilà, du coup, bonne conférence. Et puis, on aura besoin de votre participation pour un moment clé de la soirée. Et donc, on se retrouve. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la truffe ou les machines, quels alliés pour la police scientifique. On va voir d'abord un peu la définition de l'odeur humaine et ses applications. Et ensuite, il y aura une partie sur comment capter l'odeur et l'analyser avec les instruments. Et ensuite, une partie avec les chiens policiers. Donc, pour commencer, l'odeur humaine, c'est quoi? En fait, il y a deux théories. Deux théories complémentaires. La première, c'est qu'on a un courant d'air chaud autour du corps qui va faire que les composés sur notre corps vont aller à l'environnement. Donc, c'est l'image qu'on voit à gauche. La deuxième théorie, c'est que l'odeur est composée de particules, donc d'amas de cellules mortes et de bactéries qui vont se détacher de notre corps et puis se déposer sur le sol ou aller un peu plus loin grâce au vent atmosphérique, par exemple. L'odeur humaine, ensuite, elle est souvent divisée en trois parties. La première partie, c'est l'odeur primaire. Donc, c'est des composés que nous, on produit et qui sont stables dans le temps. Donc, c'est typiquement tout ce qui est lié à la génétique. La deuxième partie, c'est l'odeur secondaire. C'est toujours des composés que nous, on produit, mais cette fois-ci, qui sont variables dans le temps. Donc, typiquement, selon notre alimentation, selon ce qu'on mange, notre odeur, elle va varier, elle va changer. Et la dernière composante, c'est l'odeur tertiaire. Donc là, c'est plus des composés que nous, on produit, mais c'est des composés d'une source externe qu'on va venir rajouter sur nous. Donc typiquement, tout ce qui est produits cosmétiques, par exemple, une odeur de crème pour les mains, elle a déjà une odeur et on va venir la rajouter à notre odeur à nous. Et donc on aura ces trois composantes qui vont former l'odeur globale d'une personne. Donc l'odeur globale d'une personne, elle varie par rapport à l'alimentation, par rapport aux produits cosmétiques, par rapport à l'état physique, à l'état émotionnel ou l'état de santé de la personne. Donc il y a une certaine variabilité déjà sur une personne et ensuite entre différentes personnes. Pour les domaines d'utilisation, pour commencer, il y a par exemple l'état de santé. Donc il y a deux choses. La première, c'est le diagnostic de maladie. Donc typiquement, il y a des instruments qui sont mis en place pour essayer par exemple de détecter le cancer du poumon en analysant l'haleine. Et puis, il y a aussi les chiens qui sont dressés, par exemple, à détecter des tumeurs ou des cancers. L'autre chose, c'est que, par exemple, si on a une personne épileptique, on ne va pas vouloir détecter si elle l'est ou non, mais on va vouloir détecter quelques minutes avant sa crise qu'elle va avoir une crise. Donc, typiquement, là, il y a des chiens qui sont dressés aussi pour ça. Il y a aussi des témoignages de personnes avec des chiens domestiques qui n'ont pas été dressés pour détecter les crises, qui aussi changent de comportement en aboyant, et le maître apprend comme ça, donc il sait quand il va avoir une crise en fait, et il va pouvoir se mettre en sécurité en s'asseyant ou se couchant par exemple. Ensuite, il y a la recherche de cadavres, donc à voir si on le considère comme de l'odeur humaine ou pas. Ça, c'est juste une question de définition, donc je l'ai quand même mis là, c'est intéressant. Les brigades canines en Suisse, elles ont des chiens qui sont dressés pour la recherche de cadavres. Pour les recherches de personnes vivantes, il y a plusieurs travails différents. Il y a ce qui est recherche de personnes sous des avalanches ou sous des décombres, qui est plutôt fait par des associations ou les secours. Et ensuite, on a la recherche de cambriolage, qui est fait par les brigades canines suisses, dans les polices. Et donc là, ils ont vraiment beaucoup de chiens qui sont formés et dressés pour cette recherche-là. Et finalement, on a les recherches de personnes disparues. Donc, ce n'est pas les mêmes chiens, ce n'est pas la même formation, même si c'est un travail quand même assez similaire. Et là, on a aussi des chiens qui sont formés dans les différentes brigades canines, et il y en a à peu près, pour l'instant, un par police en Suisse romande. Ensuite, il y a la recherche d'objets. Donc là, on ne recherche pas une personne, on recherche un objet qui a récemment été manipulé par une personne. Donc c'est utile, par exemple, dans les cas de cambriolage, où la personne fuit, donc on va essayer de la retrouver,
pouvoir se débarrasser, par exemple, d'objets trop encombrants. Et du coup, pour la police, c'est intéressant de les retrouver, parce qu'il y a potentiellement des traces exploitables par la police scientifique. Et finalement, l'identification de personnes, donc là, de nos jours, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus pour essayer de discriminer l'odeur de différentes personnes en utilisant divers instruments. Et au niveau des chiens, c'est appliqué en France, pas en Suisse, mais en France, ce qu'ils font, c'est que quand on a un délit ou un crime, en fait, ils vont prélever l'odeur sur les lieux, par exemple sur l'arme du crime, et ils vont la stocker. Le jour où ils jouent un suspect, ils vont prélever l'odeur sur le suspect, ils vont les placer dans des bocaux comme ça. Et ils vont aussi prélever l'odeur de personnes du même âge, du même sexe, du même type, et ils vont les placer également dans des bocaux. Ensuite, ils vont faire une line-up avec tous ces bocaux. Ils vont présenter au chien, ouais, le numéro A, ils vont présenter au chien l'article qu'ils ont prélevé sur les lieux, et le chien va devoir sentir tous les bocaux, et s'il y en a un qui correspond, se coucher devant pour identifier qu'il y a un match entre l'odeur qu'on lui présente et l'odeur qui est en bloc. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait maintenant beaucoup en France, mais en Suisse, en tout cas, on n'a pas encore ce travail. Donc maintenant, je voulais juste insister sur un petit point, c'est qu'il y a la détection avec les instruments, avec les machines, et la détection avec les personnes, avec les êtres vivants, qui peuvent être par exemple soit des chiens, soit des êtres humains. La différence qu'on fait, c'est que pour les chiens et l'être humain, on va détecter via l'odorat. Donc on va vraiment parler d'odeur et de composés odorants. Alors que les machines, on ne sait pas au final si le composé est odorant ou non, donc on va plutôt s'intéresser à tous les composés volatiles, qu'ils soient odorants ou pas. Et en fait, selon la méthode qu'on applique, donc on va détecter différents composés, et le choix de ce qu'on va faire, ça va dépendre en fait de notre problématique, de ce qu'on a envie de faire. Typiquement, on le verra après, mais pour la recherche de personnes, de cambrioleurs ou de personnes disparues, là, les chiens, ça devient très utile parce qu'ils peuvent analyser rapidement une grande surface, enfin, c'est rapide. Alors qu'un instrument, pour l'instant, de nos jours, on ne pourrait pas faire le travail qu'il faut. Par contre, c'est vrai que le travail du chien n'est pas forcément accepté de nos jours au tribunal, s'il y a besoin d'avoir vraiment une preuve au tribunal, parce que comme c'est des êtres vivants, c'est moins contrôlé que les machines, et du coup, de nos jours, c'est pas encore très accepté. Alors, pour l'instant, on va parler un petit peu des machines. Donc, la première question, c'est, si on veut analyser l'odeur humaine, c'est comment on fait. Donc, déjà, il faut définir quelle partie du corps. Est-ce qu'on est intéressé par tout le corps ou par seulement une partie? Typiquement, si on fait des déodorants, on va peut-être plus s'intéresser à l'odeur des aisselles, on va peut-être plus cibler une zone. Si on s'intéresse à l'odeur d'une personne en général, on va peut-être prendre tout le corps. Donc, je vais vous montrer, il y a beaucoup de méthodes de prélèvement différentes. Je vais vous en montrer quelques-unes spécialement. Donc, s'il y a un volontaire qui veut venir, on prélève son odeur. Ah, merci. Vous voyez pas derrière, mais il y a une sortie avec un tuyau. On va quelque chose. Ici, on a des capteurs qu'on va placer juste là. Et donc le tuyau, on va pouvoir le relier ici au capteur et qui va ensuite relier à une pompe. Et voilà, et donc là, l'air du sac va être pompé à travers le tuyau, à travers la phase, et les composés du sac, de l'air, vont être captés sur ce capteur-là, puis ensuite on va l'analyser en fait avec des machines. Excusez-moi, je peux vous poser une question à ce stade-là. Alors, on voit un monsieur qui est dans une tenue vestimentaire spécifique ce soir avec l'odeur qu'il a prise ici. D'accord? Donc, on va l'enregistrer selon les critères qu'elle a, cette odeur-là. Mais si le monsieur va se bouger, va changer ses vêtements et tout, donc son odeur va être totalement différente. Donc, comment on va pouvoir confronter? Je prends l'exemple à plus large échelle. Si on parle de cambriolage et que quelqu'un va dégager une odeur, je ne stigmatise pas, mais je dis quelqu'un qui va travailler dans un groupe particulier où il y a une forte odeur, donc tous les suspects vont avoir plus ou moins la même odeur. Donc on ne parle plus vraiment d'odeur corporelle, on parle plutôt d'une odeur de vêtements. Donc là, on peut quand même se tromper. Il peut y avoir Alors l'odeur humaine, elle est composée de différentes parties. Et selon notre problématique, on va peut-être plus cibler une certaine partie.
sortir du sac, parce que je pense que tu dois. Je peux récupérer ça, tu peux. Et donc, typiquement pour les cambrioleurs, au moment où ils ont fait le délit et au moment où on va vouloir les rattraper, il y a 2 heures qui passent. Donc il n'y a pas beaucoup d'aide à la réalité, par exemple à l'état physique, si jamais la personne commence à courir ou autre, mais il y a plein de barrières qui ne vont pas changer en fait. Donc ça dépend vraiment, après oui, si on veut vraiment faire de l'identification à des mois et des mois plus tard, on va plutôt s'intéresser à l'odeur stable dans le temps. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire en fait. Il y a une certaine variabilité, comme on le verra, et ce qui est important, c'est, pour faire la discrimination entre 2 personnes, c'est que la variabilité de chaque personne soit plus faible que la variabilité entre différentes personnes. Donc si l'intervariabilité, donc entre différentes personnes, est très 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 grande, encore plus grande que juste ma variabilité à moi, on arrivera à discriminer même s'il y a une grande variabilité. Ça ajoute ? Donc voilà, ensuite on a le même principe avec un sac qu'on peut venir mettre sur le bras. Donc pareil, on peut refermer soit au niveau de la main, soit vraiment sur tout le bras. Et puis relier de nouveau pareil au capteur et à la pompe. Ensuite, on a des compresses qu'on peut par exemple frotter entre les mains pendant 5 minutes et ensuite l'analyser. Ou alors qu'on va pouvoir placer par exemple sous les habits, en contact avec notre peau, pendant 1 heure on les laisse et ensuite on les analyse. Donc ça, c'est différentes méthodes, il y a vraiment beaucoup de méthodes différentes, et selon ce qu'on fait, on va prélever en fait des composés différents. Donc ça, il faut aussi en être conscient. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire quand on frotte. On ne va pas avoir que les composés volatiles, on va aussi avoir toutes les sécrétions de la peau. Dans ma recherche de thèse, j'ai effectué des prélèvements sur 12 personnes. Donc les 12 personnes frottaient justement 2 compresses entre les mains pendant 5 minutes, et elles le faisaient 5 fois. Donc on faisait 5 prélèvements d'odeur par personne. Et ensuite, on ne rentrera pas dans les détails, mais je vous ai mis la machine qu'on utilisait pour analyser ces compresses. Et ça, c'est le résultat qu'on a obtenu. Donc on a les 12 individus. On voit par exemple en orange ici l'individu 8, avec ses 5 prélèvements sur cette personne. Donc on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine variabilité dans les points. Donc un point représente un prélèvement. Plus les points sont proches, plus c'est similaire. Plus ils sont éloignés, plus c'est différent. Et donc on voit qu'il y a une certaine variabilité dans les prélèvements d'une personne, mais on voit qu'aussi par rapport à d'autres personnes, comme par exemple celui tout à gauche en brun, qu'on arrive visuellement bien à le discriminer. Par contre, on voit aussi que celui en turquoise et celui en violet, ils sont très proches, ils superposent un peu, et du coup, là, ces 2 personnes-là, sur la base des composés qu'on a analysés ici, ça va être compliqué de les discriminer. Et du coup, c'est intéressant, on voit justement cette variabilité au sein d'une personne et entre différentes personnes. Ensuite, on va passer à la partie avec les chiens policiers. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a le travail, par exemple, de recherche d'objets. Il y a aussi la recherche de personnes en bâtiment et la recherche de personnes en extérieur. Donc ça, c'est plus de la quête d'odeur. Donc on va demander au chien de retrouver n'importe quelle personne dans un bâtiment. On ne va pas lui donner d'odeur spéciale à suivre. C'est typiquement utilisé quand on a des alarmes qui se déclenchent la nuit dans un bâtiment, ils peuvent appeler la brigade canine pour ça. Ensuite, on a les travails de piste, soit sur les fugitifs, donc par exemple les cambrioleurs, ou soit sur les personnes disparues. Avec en 2007, en Suisse, on a quand même pas mal d'interventions, 1500 et 1100 interventions. Et là, aujourd'hui, on va se focaliser plus sur la recherche de personnes disparues. Donc en Suisse romande, on a 4 chiens avec qui j'ai collaboré, les différentes polices avec qui j'ai collaboré pour ma thèse. Et on a un Saint-Hubert, un rouge de Bavière et 2 rouges de Hanovre. Donc ça, c'est des chiens qui sont utilisés pour intervenir sur des cas réels de recherche de personnes disparues. Dans le cadre de ma thèse, en collaboration avec ces différentes polices, on a fait un exercice où on demandait à une personne de porter justement ses compresses contre la peau pendant 1 heure. Et ensuite, on les mettait dans des bocaux comme ça. Ensuite, on demandait à cette personne et l'autre personne qui n'a jamais touché les compresses de marcher sur le chemin pendant 100-150 mètres, ensuite de se séparer et d'aller se cacher dans la forêt. Donc là, au départ de piste, le maître chien donne l'article d'odeur au chien, donc les compresses qui contiennent l'odeur d'une des 2 personnes, et puis ensuite, le chien est censé pister
jusqu'à la séparation, et ensuite choisir le bon côté. Là, on voit un départ de piste, donc on voit le bocal avec les compresses, on a le harnais du chien et on a le maître chien avec son chien, qui ne sont pas encore partis en piste. Ils font juste une reconnaissance autour du départ pour que le chien puisse sentir les différentes odeurs présentes. Ensuite, les maîtres chiens viennent présenter l'odeur au chien, donc ils ouvrent le bocal et ils font sentir au chien les différentes compresses. Et finalement, on va vous montrer une petite vidéo de justement cet exercice. Donc là, on a le maître chien avec son chien qui fait d'abord un inventaire des odeurs sur les lieux, donc il n'a pas encore donné l'odeur d'intérêt. Et il va venir préparer son chien et lui présenter l'odeur pour qu'il piste. Donc les deux personnes sont parties dans cette direction, puis au bout de 150 mètres à peu près, elles se sont séparées à droite et à gauche dans la forêt. Et du coup, vous allez voir, la prise d'odeur est vraiment très rapide. Le chien va partir très rapidement. Et ce qu'on voit, c'est que le chien, en fait, passe, donc il y a une personne qui a marché de ce côté-là et une personne de l'autre côté du chemin. Et on voit que le chien passe un peu d'une piste à l'autre, donc il va sentir un peu les deux odeurs. Et bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'odeur, elle ne va pas forcément se déposer exactement là où on a marché. S'il y a un peu de vent, elle va aussi bouger, c'est normal. Le pistage, il a eu lieu combien de temps après la prise d'odeur ? 15 minutes. 15 minutes. Les personnes sont parties, ont commencé à tracer, on a attendu 15 minutes avant d'engager le chien. Et ça, pour KLF, c'était lors d'un cambriolage ? Alors là, c'est des chiens pour la recherche des personnes disparues, donc le délai est encore plus long normalement. Pour le cambriolage, c'est à peu près une à 2 heures après les faits. Et donc là, c'est à ce moment-là où les personnes se sont séparées, on voit que le chien ralentit et sent que la piste justement part à droite. Là, le maître chien va juste ramasser un bout de bois comme récompense à son chien parce qu'il a oublié de prendre sa récompense à lui. Vraiment, c'est soit de la nourriture, soit un jouet. Donc là, sa chienne, en l'occurrence, sa récompense, c'est un jouet. Et ce qu'on voit, c'est quand la forêt est assez dense, le chien, il tire devant. Là, le maître chien, il doit gérer ça. Il doit gérer les arbres, le slalom avec la longe. Et du coup, c'est assez compliqué. En milieu urbain, il y a aussi un peu ce problème-là. C'est surtout aussi gérer la circulation, d'arrêter les voitures. Donc là, on voit que le maître chien, en fait, il lâche la longe et puis il la récupère de l'autre côté pour passer la barrière d'arbres. Là, on va arriver bientôt à la fin de la piste. Et voilà, là, la piste, elle est terminée. On arrive un tout petit peu après, mais la personne, elle est cachée là derrière. Donc là, il a donné le bâton au chien pour la récompenser. Donc voilà, là, en l'occurrence, le chien a trouvé la bonne personne en lui donnant l'article d'odeur. Donc c'était bien cette personne-là qui avait porté les compresses pendant une heure. Donc voilà, pour conclure, la truffe ou la machine, ou peut-être les deux, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Donc pour le travail de piste que vous voyez là, le chien, c'est vraiment... je ne vois pas comment on pourrait le remplacer. C'est rapide, ça permet d'analyser une grande surface, de discriminer les odeurs. Par contre, c'est vrai que si on fait une preuve au tribunal, dans presque tous les pays maintenant, c'est vrai que le travail du chien est pas assez... comme c'est pas des machines, il n'est pas forcément encore pour l'instant accepté comme preuve au tribunal. Par contre, ce qui est instrument, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'information sur la trace. Alors
le chien, on va interpréter, enfin le maître chien va interpréter via le comportement du chien qui va sentir la trace, mais on n'a pas l'information directement sur la trace. Donc là où c'est intéressant de faire aussi des analyses instrumentales, c'est justement d'en savoir un peu plus. Donc voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.